Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réponds en vidéo à votre message. Alors, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'elle a des soucis au ventre, et ça, évidemment, vous devez certainement savoir à quoi est lié le ventre. Donc, il y a des problèmes d'émotion, et à moins qu'il s'agisse de quelque chose qui soit strictement médical, et sans aucun lien avec des émotions quelconques, il faudrait voir si elle n'a pas des angoisses, ce qui est colite, etc. Ces choses-là, c'est très lié aux angoisses, aux craintes, au stress. Alors, colite, ça nous on a bien connu à la maison, Blanche en a eu, et c'est très très embêtant. Ça disparaît sitôt que ça va beaucoup mieux dans l'esprit, dans la tête de l'enfant. Donc, probablement, oui, c'est une probabilité qu'il y ait une difficulté psychologique, une situation qui ennuie votre enfant. Alors, c'est pas elle qu'il faut faire analyser, c'est la situation qu'il faut changer. Ça sert à rien de faire analyser une enfant, la faire psychanalyser, si on résout pas le problème. Or, plein de parents font faire des psychanalyses à des enfants sans régler le problème. Ce qui est, à notre avis, complètement stupide et extrêmement mortifère pour l'enfant. Parce qu'on finit par lui faire croire que c'est lui le coupable. Donc s'il a un problème, s'il a un problème, c'est qu'en réalité, le problème est ailleurs et c'est une agression, c'est un harcèlement, c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'enfant, qui n'est pas de sa faute en tout cas, et qu'il faut résorber à tout prix. Et comme il est très difficile de faire une enquête par vous-même, très difficile d'interroger l'enfant parce qu'il ne dira pas tout, il faut faire des tests sur d'autres situations et par exemple retirer l'enfant de la situation où il est. Et s'il est à l'école, vous pouvez l'arrêter pendant 8 jours et voir comment ça se passe. Bon, ça c'est un premier point. Je vous conseille d'aller voir sur le site Mes premiers pas, et notamment la conversation avec l'enfant. Ça pourrait être intéressant d'avoir une conversation de ce type avec votre enfant pour voir s'il y a des changements sanitaires, c'est-à-dire relatifs à la santé. Très bon élève, elle manque souvent à l'école pour cette raison, et également parce que lorsque la pression est très forte. Bon, bah voilà. Donc si vous avez une pression, c'est qu'il y a un problème à l'école, tout simplement. Voilà, dans ces cas-là, vous arrêtez l'école. Il n'y a aucune raison d'entretenir ça, des maux de ventre terribles, pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour s'obliger à aller à l'école. L'école n'est pas obligatoire et il faut l'éviter si elle fait du mal à l'enfant. C'est très simple, hein. Faut pas se casser la tête. Il y a toutes sortes de moyens d'apprendre des choses dans la vie sans aller à l'école. J'en suis venu à ne plus supporter ce système qui blesse nos enfants, les cloue sur des chaises, vide de leur sens tous les apprentissages, absolument. Ah, c'est le mot, c'est ça. Effectivement, quand il n'y a plus le sens, eh bien, ça ne sert à rien de faire des apprentissages. Ça sert à rien. C'est comme de faire rentrer des données dans un ordinateur, ça ne sert absolument à rien, puisqu'on ne construit pas l'être, on ne construit pas un enfant. On le bourre de données, et ça ne donne absolument rien, ça donne le naufrage de la société actuelle. Ça les prive de toute initiative absolument, bien sûr, c'est certain, puisqu'on est dans un groupe, et c'est un groupe sclérosant, diminuant, qui nie l'individualité. Ça les soumet en permanence à une pression que nous-mêmes adultes, dans nos métiers, nous ne pourrions supporter, c'est absolument vrai. Si on mettait 30 adultes dans la même pièce pendant 8 heures par jour, on aurait des bagarres avant la moitié de la journée. C'est ce que nous disons. Il ne se passe pas un jour sans que la colère monte en moi pour un sujet ou un autre. Oui, alors donc vous savez très bien que ça va pas. Alors il faut l'arrêter. Ma fille ne veut pas que j'en parle au professeur, craignant ensuite d'être stigmatisée, et je la comprends. Vous n'avez pas besoin d'en parler au professeur, vous prenez votre décision sans eux, ça ne les regarde pas forcément. Ils pourraient vous donner, si vous voulez, des éléments de réflexion, mais vous n'avez pas à discuter votre décision avec eux. C'est un peu comme l'enquêteur qui arrive sur la scène d'un crime. C'est l'enquêteur, et il n'a pas à discuter avec le planton de service qui est venu sur place découvrir les faits. Le planton, il lui donne des événements, des éléments. On a vu quelqu'un partir de la scène en courant, on a vu le voisin dit que cette personne est rentrée tard hier soir. C'est tout, mais il n'a pas à discuter avec lui de sa réflexion sur l'enquête. De la même manière, les parents n'ont pas à discuter avec les enseignants sur l'orientation de leur enfant. Pas du tout. D'abord parce que les enseignants sont jugés partis, et qu'ils ne connaissent rien aux enseignements alternatifs la plupart du temps. Et ensuite parce que, même s'ils étaient de bon avis, ça n'empêche pas les parents d'avoir leur quant à soi et leur manière de voir les choses. Et donc leur avis n'est pas forcément toujours le bienvenu. Parfois il faut mener une réflexion entre parents en se passant de l'avis des enseignants en général, mais en particulier ça peut être d'autres personnes aussi, des proches, etc. Je me sens, en tant que parent pieds et poings liés, obligé de contempler la torture infligée à mon enfant? Certainement pas.
Certainement pas. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec vous, Nathalie. Personne ne vous oblige à supporter ça. Personne ne vous a dit que vous êtes obligé de supporter la torture de votre enfant. Et je vais même être encore plus dur avec vous. Votre devoir, c'est d'arrêter absolument ça. C'est votre devoir, devant la justice des hommes et devant la justice de Dieu, si vous croyez en Dieu. Si vous croyez pas en Dieu, c'est devant la justice des hommes. Car si un jour votre enfant avait un très grave accident ou finissait par décéder de ses souffrances, vous seriez, vous, engagé pénalement. Ce qui est normal, puisque vous êtes censé être la personne, ou les personnes, qui protègent votre enfant. Alors je suis pas du tout en train de vous stigmatiser, mais je veux être très net avec vous et vous montrer que on n'est pas en train d'essayer de caresser les parents dans le sens du poil, pour leur faire plaisir. On n'est pas là pour ça, on est là pour les aider réellement. Et en général, aider les parents réellement, c'est leur dire la vérité. Donc vous avez tout à fait les moyens de dire à la société que vous n'êtes pas d'accord, sans d'ailleurs vous justifier, parce que vous n'avez pas à le faire, vous avez tout à fait les moyens de dire « mon enfant fera autre chose que de souffrir, que ça vous plaise ou non ». C'est comme ça que ça va se passer. Ça, vous avez le droit, et non seulement le droit, mais le devoir de le faire, puisqu'encore une fois, votre responsabilité est engagée dans ce qui va se passer. Je ne veux pas parler de cas où votre enfant, plus tard, vous en voudrait, parce que ça arrive aussi. Elle pourrait très bien vous dire « moi, tu m'as laissé souffrir pendant des années et des années, tu n'as rien fait ». Et tout ça, vous en voudriez énormément. Et je ne veux pas parler non plus des cas des enfants qui font des procès à leurs parents arrivés à 18 ans en estimant qu'ils ont été maltraités. Alors sans doute, ça n'aboutit pas parce que c'est très compliqué d'évaluer la culpabilité d'un parent, c'est évident, mais n'empêche que ça casse des liens, c'est très destructeur, c'est très nocif, parce qu'on est dans une culture de la contestation et du reproche. Vous savez, on a une sorte de mémoire de la souffrance, en particulier en France, et c'est très malsain, c'est très très malsain. Alors il vaut mieux, dès le départ, et dès que c'est possible, il vaut mieux couper court à tout ça, et sauver votre enfant. Pour l'instant, vous n'avez pas pu le faire parce que vous aviez la pression sociale et que vous étiez probablement persuadé qu'il fallait faire comme ça et pas autrement. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout pieds et poings liés. C'est dans votre tête. C'est uniquement tout ce que vous avez appris et la pression générale qui fait que vous avez l'impression. Mais tout ce qui se passe dans l'histoire, ce sont des gens qui ont décidé de ne pas se laisser faire par la pression ambiante. Toutes les grandes choses qui se sont passées dans l'histoire, ce sont des gens, hommes ou femmes, qui ont décidé de ne pas laisser les choses en l'état et de ne pas accepter, de ne pas se résigner face à la pression ou aux soi-disant interdits, etc. Et si je vous renvoie vers vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, vos arrière-arrière-grand-mères, j'aime mieux vous dire qu'elles ne s'en laissaient pas compter. C'est pas parce que le cosaque ou le prussien ou l'allemand ou l'anglais était de l'occupant qu'il fallait absolument céder à leurs avances ou à leurs impératifs. Elles étaient tout à fait capables de leur dire non. Et moi je regrette que les femmes françaises actuellement soient si faibles, si consensuelles par rapport à la société en général. Il faut arrêter d'être dans cette espèce de communication générale, cette espèce de bienveillance qui coûte la vie à des gens et qui coûte tant de souffrance. Non, la bienveillance c'est pour vos proches, c'est pas pour la société en général. Vis-à-vis de la société, vous devez avoir une attitude de fermeté, d'exigence et de contribution qui sont très nettes et pas du tout floues ou dans le sentiment. Et on est beaucoup trop dans le sentiment dans notre société. On a une société qui est inondée de spectacles, de films où ça pleurniche et où c'est gentil, c'est formidable. Vous voyez tous ces films américains, à la fin des films, vous avez la moitié des films, le héros à la fin tout le monde l'applaudit, c'est merveilleux, comme on est bien, comme t'es gentil, comme t'es beau, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on demande à la société. Il faut être un peu plus européen que ça. On n'a pas besoin que la société nous applaudisse. Au contraire. Tous les gens qui ont fait des choses formidables dans la vie, en général, ils se sont fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Et on a reconnu leurs œuvres bien après leur mort. Alors on va pas attendre ce temps-là pour faire du bien à notre enfant. On l'enlève à la société, tout le monde va récriminer, va pas être content. Certains vont peut-être être menaçants, mais ça n'a aucune importance parce que rien de leurs mauvaises actions ou menaces n'aboutira. Et nous nous occupons de nos enfants, que ça plaise ou non. Et ceux qui sont contents, c'est très bien. Ceux qui sont pas contents, c'est tant pis. Aucun problème avec ça. Nous sommes en phase de recherche. L'année passée, nous avons envisagé d'inscrire Noya à l'école Steiner. Je ne vous le recommande pas parce que nous avons appris récemment que Steiner, il y avait des choses derrière, une philosophie assez douteuse. Alors, moi j'ai fréquenté un petit peu, j'ai étudié Steiner il y a quelques années, mais je ne savais pas tout ce que j'ai appris récemment. Donc il faut faire très attention, à mon avis. Le programme était enthousiasmant. Elle a refusé, ne voulant pas quitter les quelques copines passagères qu'elle s'était faites. Bon, ça, on répond à cette question sur le site. Vous allez voir aussi sur le site un article qui s'appelle « Qui est qui ?» et vous allez voir ce qu'il faut penser de ce que l'enfant vous dit à ce moment-là. Est-ce que votre enfant doit être entendu sur ce genre de chapitre?
Et vous allez voir la réponse que nous donnons à ça. Nous avons du reste de nombreux conflits qui me font quelque peu redouter le fait de le déscolariser et de l'instruire en famille. Moi, je ne vois pas que vous puissiez avoir des conflits qui vous empêchent de l'avoir. Il n'y a aucun conflit qui puisse vous empêcher. Et une fois encore, soyez ferme. Vous avez la loi avec vous, il faut la faire appliquer. Vous avez les droits, et donc il faut faire appliquer vos droits. Avant les conflits. Parce que qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est ça. C'est ça. C'est votre enfant qui est en souffrance. Le reste, je vais vous le dire familièrement, on s'en fout. Qu'il y ait des conflits, ça n'a pas d'importance. Nous avons tous vécu des tas de conflits, ce n'est pas grave. On peut les éviter, mais s'il faut les affronter, on les affronte. Le plus important, c'est l'enfant. Donc peu nous importe que les gens soient pas contents, c'est pas grave. Par ailleurs, étant moi-même formatrice d'adultes et spécialisée dans la petite enfance et le rapport à la lecture, j'ai développé beaucoup ma réflexion sur le sujet, notamment avec les enseignements de Jean-Pierre Lépris, et je suis plutôt dans une optique, non pas d'école à la maison, mais de unschooling, comme disent certains, qui ne correspond pas encore à l'idée que je me fais. Moi, je ne vous conseille pas du tout à ce que les gens appellent le unschooling, parce que c'est un désastre à partir d'un certain âge. C'est très bien, nous le disons, d'ailleurs, c'est ce que toutes les mamans font depuis la nuit des temps, le unschooling, hein, si on y pense. Jusqu'à l'âge de 3-4 ans, vous n'allez pas apprendre à votre enfant à faire des constructions cognitives très avancées. Donc on laisse l'enfant, effectivement, c'est ce que nous disons, dans ce qu'il faut appeler l'informel et non pas le unschooling. Le unschooling, c'est une mode américaine. Vous savez, les États-Unis, il faut en prendre et il faut en laisser. Le unschooling, ça ne peut pas marcher au-delà de 5-6 ans. Même s'il y a quelques exemples qui marchent, en fait, à terme, à 15, 16, 17 ans, ça ne va pas marcher. Ce sont des désastres, très souvent. Et nous pouvons l'expliquer et savoir pourquoi ça se passe comme ça. Donc il faut l'éviter pour de nombreuses choses, et notamment parce qu'il y a dans l'enseignement des matières traditionnelles des choses extraordinaires à donner à l'enfant. Il ne faut surtout pas lui éviter de connaître ça. Et donc le unschooling à petite dose. Autrement dit, si c'est à petite dose, ce n'est pas du unschooling, c'est de l'informel. Il y a une part de non magistral, c'est-à-dire d'enseignement qui ne soit pas magistral, et il faut une part de magistral aussi, c'est indispensable, et vous allez voir pourquoi. Attention en général à ces modes, vous verrez ce que nous pensons du unschooling sur le site, nous en parlons suffisamment je crois. Tout ceci pour dire qu'après avoir vu vos vidéos, je me sens entre deux eaux. Je trouve votre démarche intéressante et nécessaire, je ne suis pas sûr encore pour autant que je souhaite la suivre sous cette forme. Par ailleurs, il me faut encore réunir des informations sur les démarches à entreprendre ici à Genève si on décide de sortir Noya de l'école. Oui, vous regardez pour Genève parce que c'est un peu spécial, je ne connais pas le règlement dans tous les cantons suisses, mais il faut regarder point par point parce qu'il y a des variations très fortes entre les 3 zones de langue en Suisse. La fin de l'école obligatoire à Genève est à 15 ans, mais la formation est obligatoire depuis peu jusqu'à 18 ans. Mon mari craint de s'exposer à des soucis, et je n'ai aucune information là-dessus. Bon, il y en a quand même, hein, on en trouve. En avez-vous, ainsi que celles qui sont présentes, autres que celles qui sont présentes sur votre site? Alors je demande à chaque Suisse de nous envoyer tout ce qu'ils ont comme information sur leur canton, parce qu'on est obligé avec la Suisse de faire canton par canton pratiquement. Ou, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est pas des départements, mais c'est des comtés ou autre chose, je ne sais plus comment on dit. Je connais bien la Suisse pourtant, mais ça m'échappe sur le coup. En tout cas, il y a des variations d'un pays à l'autre. Voilà Nathalie, on pourrait parler et redévelopper tout ça plus en détail, mais voilà ce que je pouvais vous dire jusqu'ici. Et de grâce, surtout, n'attendez pas pour extraire votre enfant de cette souffrance. Merci pour ce que vous ferez pour elle. À bientôt, au revoir.